Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, oui. Bienvenue pour ce nouveau TEDUC consacré au numérique responsable. Alors le TEDUC, certains d'entre vous sont certainement habitués, ce sont des événements, des tables rondes, des webinaires en ce moment proposés en partenariat entre la Cité des Sciences et puis Univers Sciences et puis le CRAP Cahier Pédagogie. Alors d'emblée, je vous invite à poser des questions, à poster des commentaires, à faire remonter vos besoins, vos réflexions, vos expériences dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main au cours du webinaire si vous avez envie d'intervenir. Vraiment, ce serait un plaisir d'avoir vos retours sur ce thème du numérique responsable. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer. À la rentrée scolaire 2020, 80% des élèves du second degré et 20% des élèves du premier degré bénéficiaient d'un espace numérique de travail, nous apprend le site du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Depuis, la pandémie est passée par là et la transformation numérique de l'école a été fortement accélérée. Un constat qui ne s'applique pas seulement à l'école, puisque le secteur culturel, les secteurs culturels aussi ont massivement recours au numérique aujourd'hui, avec les cours en ligne, les visioconférences, les expositions virtuelles, etc. La crise Covid a aussi fortement accéléré la stratégie de communication digitale des entreprises. Sauf que, évidemment, le numérique n'est pas toujours vertueux, il a des impacts, notamment environnementaux. Il générerait 2,1 à 3,8% des émissions mondiales de CO2 selon une étude parue en septembre dernier dans la revue scientifique Patterns. Face à cette transformation numérique, l'Assemblée nationale a adopté le 10 juin dernier en première lecture la proposition de loi REEN, acronyme de réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui prévoit une formation à la sobriété numérique dès le plus jeune âge à l'école, ainsi qu'à l'entrée à l'université à la rentrée 2022. Alors, comment mener cet enseignement? Comment sensibiliser les publics à l'impact environnemental du numérique? Comment éduquer à des usages plus responsables? Et comment inviter à la réflexion sans tomber dans le catastrophisme? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Louis Dérac. Alors, Louis Dérac, vous êtes consultant, formateur et enseignant, spécialisé dans l'éducation et le numérique. Vous travaillez au sein du collectif Res Numérica. Bonjour. Bonjour. Isabelle Chabanon-Pouget. Vous êtes chargée de projet événementiel au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour. Bonjour. Vincent Courboulet, vous êtes directeur scientifique à l'Institut du numérique responsable que vous avez fondé en 2018, auteur du livre Vers un numérique responsable, repensons notre dépendance aux technologies digitales chez Actes Sud, paru en janvier de cette année. Bienvenue. Bonjour. Stéphanie Giacchi, j'espère bien prononcer votre nom. Vous êtes chargée d'accessibilité numérique chez Univers Sciences. Bonjour et bienvenue. Et enfin, Ludovic Fournier, vous êtes chargé de médiation scientifique au Palais de la Découverte et vous avez co-animé une médiation à distance autour de l'impact environnemental du numérique. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, il me semble important de prendre la mesure de l'urgence et de donner quelques chiffres. Quel est aujourd'hui l'impact environnemental du numérique et quelles sont les principales sources d'impact? J'ai envie de commencer avec vous, Vincent Courboulet. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, le fait d'envisager le numérique comme un magnifique outil, ça, je pense qu'on en est tous d'accord, mais voir ce qui se cache derrière la vitrine et les néons, c'est quand même très intéressant aussi. Donc, vous avez cité ce chiffre de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ça peut être assez surprenant. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que derrière l'immatérialité de ce tout petit objet-là que tout le monde a dans sa poche, on a tout un cycle de vie du produit qui est très très impactant depuis l'extraction des matières premières. Il y a à peu près une petite centaine de matériaux différents là-dedans, donc de trous dans la planète, donc d'utilisation massive d'eau, d'énergie, de produits chimiques, j'en passe et des meilleurs. Donc l'empreinte environnementale de cet objet, de nos box, de nos ordinateurs, de nos télés, aujourd'hui, elle est à peu près pour 3/4 en amont
de l'achat, c'est-à-dire avant même d'ouvrir le carton, même s'il est recyclé, on a à peu près les 3/4 de l'empreinte environnementale qui se situe dans l'étape de fabrication, depuis l'extraction jusqu'à la fabrication. Donc ça, c'est pour l'objet en lui-même. Et si on prend un tout petit peu de recul, par exemple, prenons un exemple tout simple, hein, cette visioconférence, par exemple, qui va durer 1 heure ou 1 heure de vidéo Netflix, eh bien, indirectement, c'est trois secteurs qui travaillent. Il y a un secteur data center, les fameuses fermes de données qui vont gérer les données, les stocker, les transmettre, s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, on a le réseau qui transporte la donnée. Et puis, on est tous devant un ordinateur avec une webcam, peut-être un téléphone, que sais-je, des enceintes connectées. Ça, c'est le troisième tiers. Donc, on a ces 3 tiers aujourd'hui qui doivent cohabiter. Et juste pour démystifier, hein, aujourd'hui, le tiers le plus impactant, c'est sûrement pas les data centers. Les data centers comptent pour à peu près 15 à 20% de l'empreinte d'un service, 1 heure de vidéo par exemple. À peu près pareil pour le réseau, le transport de la donnée. Et aujourd'hui, ce qui va être le plus impactant, c'est nos ordinateurs, nos smartphones. Pourquoi? Parce qu'il y a 4,5 milliards d'utilisateurs du numérique, donc on est très très nombreux à avoir plein de petits appareils individuels. Et toutes ces gouttes-là mises dans la piscine olympique des impacts environnementaux, ben vous voyez que c'est ces petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Donc voilà, un cycle de vie particulièrement impactant depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, avant même l'usage. Et si on considère l'usage, des data centers, des réseaux et beaucoup trop d'équipements. Vous mettez tout ça ensemble et vous avez une petite bombinette environnementale. D'accord. Alors, Ludovic Fournier, on a discuté il n'y a pas longtemps. Quand on parle d'impact environnemental du numérique, on parle aussi d'énergie, l'énergie nécessaire pour produire un téléphone, un ordinateur. Et c'est quoi cette énergie? Vous avez travaillé sur la question récemment. Oui, effectivement. Euh, je rejoins tout à fait ce qui a été dit jusqu'à présent par rapport à tous ces différents tiers et puis par rapport à toute cette énergie et aux matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer les terminaux, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les téléphones. Et souvent, moi j'aime bien pour comparer un petit peu l'ensemble, donner 3 paramètres, à la fois la quantité de gaz à effet de serre qui est émis durant la fabrication, durant l'utilisation, à la fois l'énergie qui est nécessaire à la fabrication et à l'utilisation de tout ce numérique, et puis à la fois la matière qui est nécessaire pour fabriquer les différents terminaux. Et bon, bah, la quantité de gaz à effet de serre, c'est une matière, on voit bien, le dioxyde de carbone. Les matières premières nécessaires à la fabrication, on voit bien aussi, il y a du cuivre, il y a du platine, il y a du pétrole pour du plastique, et ainsi de suite. Et puis souvent, on parle de l'énergie qui est nécessaire à la fabrication, à l'utilisation. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est recoller cette énergie à de la matière derrière, parce que derrière ce terme énergie se cachent des matières qui sont principalement le pétrole, que l'on va utiliser pour transporter les différents objets, parce qu'il faut savoir que quand on fabrique un ordinateur, un smartphone, bah, les minerais sont extraits à un endroit, le raffinage est fait à un autre endroit, l'assemblage est fait encore à un autre endroit, donc on va devoir transporter par bateau, par camion, tous ces objets. Il va également avoir besoin du charbon derrière toute cette énergie qui va permettre, par exemple, de faire chauffer toutes les fonderies qui permettent d'obtenir les métaux, de raffiner les métaux. Également pour produire de l'électricité, il y a besoin de gaz aussi pour produire de l'électricité. L'uranium va être également utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. On a une toute petite partie de la production d'énergie qui provient de l'éolien, qui provient également du solaire. On a aussi une partie de cette énergie qui provient des barrages hydroélectriques avec de l'eau. Donc quand on parle de l'énergie qui est nécessaire, on a toutes ces matières premières qui sont derrière. Et puis, un autre point que j'aime bien montrer par rapport à toute cette phase et toute cette énergie qui est nécessaire à la fois pour produire et puis à la fois pour utiliser, c'est si on prend l'énergie qui est nécessaire pour produire un ordinateur. On va prendre un ordinateur portable, classique, comme celui avec lequel je fais ce webinaire. Si on prend l'énergie qui est nécessaire pour produire l'ordinateur, c'est environ 1850 kWh, si on prend les chiffres du Shift Project. Si on devait pédaler
pour fabriquer, pour produire cette énergie qui nous permet d'aller chercher les minerais, qui nous permet de les raffiner, qui nous permet de les assembler, qui nous permet de les transporter. Pour utiliser notre ordinateur, pour le produire, il faudrait pédaler pendant environ 5 ans et demi, si on considère une semaine de 35 heures de travail. Pour produire un téléphone qu'on va utiliser environ 2 ans, il faudrait pédaler 7 mois, rien que pour produire l'énergie qui est nécessaire à la fabrication du téléphone. Et ce qui est génial, c'est que on ne pédale pas pendant 5 ans et demi pour un ordinateur, on ne pédale pas pendant 7 mois pour, pour fabriquer son téléphone. On utilise des matières premières. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que finalement, ces matières premières, on en utilise peu. C'est 250 kg de charbon pour produire l'ordinateur, 30 kg de charbon pour produire le téléphone. Ce que je veux dire par ce peu, ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à ces matières avec lesquelles on produit de l'énergie, il faut de relativement faibles quantités de matière par rapport à l'énergie qui serait nécessaire par un humain. Et de même, dernier point de comparaison, là, si on prend une vidéo de 10 minutes, regardez une vidéo de 10 minutes, si on devait produire l'énergie qui nous permet, en pédalant, de regarder cette vidéo, il faudrait pédaler 30 minutes pour pouvoir regarder une vidéo de 10 minutes. Et pédaler pas à 10 km/h, pas en mode tranquille. Il faudrait pédaler à 25-30 km/h pendant 30 minutes pour pouvoir regarder 10 minutes de vidéo. Voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport à ces impacts. Et voilà ce qui se cache derrière le mot énergie que l'on retrouve souvent quand on fait les points de comparaison. Derrière, il y a des matières, et ça c'est important de le souligner, ce qui remontre encore une fois de plus, que le numérique paraît dématérialisé, mais en réalité c'est très matérialisé derrière. Il y a de la matière, et notamment dans l'énergie que l'on utilise, à la fois pour produire et à la fois pour utiliser ces appareils. Alors, en vous écoutant, on comprend bien l'importance du recours aux images pour faire comprendre, prendre conscience au grand public de l'impact environnemental du numérique. Alors, Isabelle Chabanon-Pouget, vous êtes face au public, vous les accompagnez dans cette culture numérique à Universcience. Et vous avez notamment proposé une médiation qui s'appelait Voyage au cœur de nos téléphones intelligents. Alors, vous avez l'impression que cette prise de conscience, elle est déjà là ? Alors petit à petit, mais effectivement, les personnes qui viennent voir la médiation Voyage au cœur de nos téléphones intelligents, c'est des gens qui sont déjà un peu sensibilisés. Et, oui. Et qu'est-ce que vous leur... Justement, vous avez recours comme ça à des images fortes pour essayer de les sensibiliser, justement? Alors, dans cette médiation, en fait, on parle de les 2 premières étapes du cycle de vie de production d'un téléphone portable. On parle de l'extraction des matières premières et on parle de la consommation énergétique du numérique. Alors, des images... on fait manipuler des objets sur une carte. En fait, pour le numérique, on a l'impression que tout est virtuel, mais en fait, comme on l'a dit précédemment, en fait, derrière, tout est matériel. Donc, on a une carte et on essaye de prendre des téléphones, des éléments de téléphone, des câbles, et on essaye de les repositionner sur la carte pour montrer que vraiment tout est réel, en fait. Les câbles sous-marins, voilà, c'est représenté par des câbles, voilà, pour vraiment que le public prennent conscience, en fait, que derrière, tout est matériel. Alors, à vous écouter tous les trois, on a quand même l'impression que tout ça est assez sombre, que l'avenir est assez sombre. Et Vincent Courboulet, en préparation à ce webinaire, vous me disiez, il ne s'agit pas d'opposer l'utilisation du numérique avec l'impact environnemental. Il est important d'en comprendre les enjeux, mais il ne s'agit pas de dire, oh là là, le numérique, c'est le grand méchant. Non, bien sûr que non. On sait tous, enfin, il est important de rappeler que je reprends cet objet-là. Hein. Cet objet-là, ça a été très bien dit en termes énergétiques, ce que ça représente. Mais à l'intérieur de cet objet-là, j'ai un réveil, un appareil photo, une radio, un lecteur de podcast, un enregistreur, un agenda. J'ai plein de choses là-dedans que je n'ai plus besoin d'acheter à côté. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas de dire je regarde simplement par le petit bout de la lorgnette des impacts environnementaux qui, oui, sont catastrophiques, mais aujourd'hui, on est dans un monde qui est numérique pour le meilleur,
mais pour le pire aussi. L'objectif, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le pire? Parce qu'on sait que le meilleur, il existe. Aujourd'hui, avant de faire rentrer tout le monde sur scène, vous faisiez le bilan qu'il y avait 90 personnes inscrites à ce webinaire, donc il y en avait moins, mais voilà. Aujourd'hui, ça permet à toute la France peut-être de participer à ce webinaire sans avoir à se déplacer. Vous savez que une heure de vidéo Netflix, enfin, vous savez, une heure de vidéo Netflix, c'est l'équivalent d'1 kilomètre en voiture. Bon, OK, très bien. Mais si moi j'avais dû venir pour assister à Paris à ce webinaire, j'aurais été ravi de vous rencontrer en présentiel. Mais il y a plein d'autres impacts cachés, différents de l'utilisation de l'effet rebond. Aujourd'hui, l'idée c'est pas d'être simpliste. Hein. Je veux dire, on passe notre temps dans les médias à traiter le sujet de façon trop simpliste. Aujourd'hui, il suffit de dire que le sujet est complexe, que il y a des outils, il y a des utilisations, il y a des utilités qui sont vraiment intéressantes, importantes, pédagogiques, d'ordre de modélisation, d'information, voilà. Et aujourd'hui, l'idée c'est pas de dire il y a le monde des gentils et puis il y a le monde du numérique. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des urgences climatiques et sociales, et pour réduire ces impacts et pour aller vers un monde le plus résilient possible, le numérique est un objet qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser cet objet intéressant dans le meilleur sens du terme, en limitant au plus possible ses effets négatifs? L'enjeu, il est là. Il est surtout pas de dire la frugalité numérique, autant dire le moins de numérique est la solution. Moi, je suis désolé, s'il permet à tout le monde d'avoir des détections de cancer plus tôt, de pouvoir faire des visios, d'avoir de l'information accessible plus facilement et des échanges plus facilités, ben, c'est bien. Utilisons ce numérique-là. Si c'est pour de la fake news ou du bullshit, bon, ben là, effectivement, on peut se poser des questions. Oui, donc on en vient à la question du numérique responsable, mais on pourrait se dire, OK, moi je veux bien être responsable, mais comment je fais? Parce que j'en viens à la question de l'éducation. Par exemple, quelques données. Dans le cadre du plan de relance post-Covid-19, l'État prévoit d'investir 105 millions d'euros à compter de 2021 pour soutenir des projets pédagogiques de transformation numérique dans l'ensemble des écoles. Cela inclut l'équipement des écoles en termes de matériel, de réseau. Est-ce qu'on n'a pas là des injonctions fondamentalement contradictoires? Équiper toutes les écoles. Il y a aussi l'intelligence artificielle. On va l'utiliser de plus en plus pour accompagner les apprentissages. Très vertueux. On veut aider, on veut individualiser, etc. Mais c'est de l'intelligence artificielle. Alors voilà, on a des injonctions contradictoires. Que peut l'enseignant dans tout ça? Que faire? Alors, je m'adresse à vous, Louis Dérac. Oui, bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité donc à cet échange. Alors, vous commenciez déjà à dire certains éléments que je m'étais noté effectivement, mais si vous me le permettez, je voudrais juste commencer en disant, parce que finalement ça rentre aussi un petit peu dans notre sujet, dans l'éducation, que il faut commencer par dire que le numérique a un impact, une empreinte, elle est évidente, mais comme toutes nos activités humaines. C'est intéressant d'ailleurs qu'en ce moment, on parle autant du numérique alors que on devrait aussi parler de l'avion, de la consommation de masse, etc. Mais, et donc c'est là où on arrive dans l'aspect éducatif, le numérique a un impact et il présente certaines différences, certaines particularités que je vais vous lister. C'est pas du tout exhaustif. Déjà, on parle de numérique. On parle toujours de numérique. Et en fait, ce terme numérique, aujourd'hui, n'incarne plus rien. En fait, vous remarquerez que d'abord, un adjectif technique est devenu ensuite un adjectif commun et puis est devenu un substantif, un terme, le numérique, qui en fait regroupe à la fois des terminaux individuels, des interfaces réseau, des logiciels, des usages, ce dont parlait Vincent plus tôt. Mais vous voyez que en utilisant le terme le numérique, on a un peu abdiqué de la complexité de cet écosystème. Donc ça, c'est une première différence. C'est une complexité. Cette complexité, elle a été effectivement invisibilisée largement et sciemment, et on y reviendra parce que pour le coup, c'est un choix que cet impact carbone du numérique ait été invisibilisé par les ingénieurs, par les marketeurs, parlant de cloud, parlant de nuages, faisant en sorte que ça ne se voit plus. Et par ailleurs, effectivement, les technologies numériques, contrairement à d'autres, sont en constante augmentation de manière exponentielle. Et donc là, on voit bien qu'on a un problème sur cette question d'impact, puisqu'il y a une injonction forte à plus de numérique. Vous l'avez dit, j'en reparlerai dans la partie dans le monde de l'éducation, mais même dans le monde de l'administration aujourd'hui. Pour accéder à la plupart de ces droits, il y a une injonction à être équipé d'un certain nombre de matériel numérique.
La défenseur des droits fait des rappels réguliers sur le fait qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Ils ne sont pas les seuls. Donc voilà, on voit bien qu'on a quelques différences. Alors maintenant, sur le plan éducatif, donc moi je noterais qu'il y a 3 écueils sur lesquels il ne faut pas tomber, et vous en avez cité un, c'est déjà d'éviter des injonctions, en tout cas contradictoires, qui est que si l'école veut se mettre à finalement former à une forme de sobriété numérique, il faut être cohérent. Et donc là, il faut absolument commencer par se demander quelle est la place que doit prendre le numérique dans le système éducatif. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une politique plutôt d'équipement massif et individuel, ce qui est inexplicable d'un point de vue sobriété numérique, là où on pourrait mutualiser ces équipements. Les équipements sont souvent d'ailleurs doublonnés, puisque dans les établissements où ils sont utilisés dans un cadre scolaire, mais ils sont aussi présents dans certains lieux extrascolaires comme les médiathèques, les centres d'accueil divers et variés qui sont pilotés, financés par des collectivités. Donc on voit que, et là rappelons ce que disait là aussi Vincent, que le coût, l'impact le plus fort est dans la fabrication. Donc on parle à chaque fois qu'on équipe de terminaux. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est peut-être de ne pas tomber dans l'écueil un peu du développement durable qui est enseigné à l'école. Et je pense qu'on en reparlera dans la discussion, mais je vais juste l'évoquer. C'est en fait de tomber dans une éducation aux éco-gestes, ce qui est bien, mais qui ne sera pas suffisant, puisque ce qui est important, ça va être plutôt, et là on en est loin, il y a un chemin à faire, mais d'éduquer en fait à des alternatives, hein, éduquer à ce que à ce que sont les technologies numériques, au fait que ce sont des choix techniques, politiques, économiques, culturels, et qu'il y a aujourd'hui des modèles dominants, mais qu'il y a aussi des alternatives. Et donc, moi, j'enseigne au supérieur, et je vois qu'effectivement, les jeunes que j'ai devant moi sont très conscients des enjeux écologiques, commencent à comprendre les enjeux spécifiquement des technologies numériques, mais n'ont pas du tout découvrent totalement qu'il est permis de penser des modèles alternatifs. Et enfin, mon troisième sujet, c'est qu'en fait, il est difficile d'éduquer un numérique responsable, parce que déjà, il est difficile d'éduquer au numérique. En fait, parce que l'enseignement français est très disciplinaire. On a eu beaucoup de mal, donc, et c'est encore un sujet d'éduquer au numérique dans un enseignement disciplinaire, où le numérique, encore une fois, ce numérique est un sujet transdisciplinaire. Il pourrait être éduqué dans toutes les disciplines. Donc, on en a fait une discipline, les sciences numériques et techniques, qui, en fait, montrent leurs limites, dans le sens où c'est très technique. Il y a peu d'enjeux culturels, peu d'enjeux philosophiques, peu d'enjeux politiques, et c'est peut-être là où justement on pourrait parler de numérique responsable. Alors, une petite précision, les enseignants me diront si je me trompe, hein, mais il existe donc, et vous en avez parlé un petit peu, une éducation au développement durable de l'école primaire au lycée, à travers toutes les disciplines. Hein. Dans les programmes, il est question d'éduquer au développement durable dans toutes les disciplines. C'est intégré dans les programmes depuis 2020. Et notamment en technologie, doit être menée normalement une réflexion sur les relations entre les humains et l'environnement, une réflexion sur les cycles de vie et les contraintes environnementales lors de la conception d'un objet. Alors, j'imagine qu'une éducation à la sobriété numérique ou à la responsabilité numérique pourrait se faire dans ce cadre-là, par exemple. Oui, ça pourrait, mais en fait, bon, on se retrouve déjà de base, enfin, comme souvent dans ce genre d'éducation, à des difficultés de formation des enseignants, voire même de recrutement d'enseignants spécifiques. Donc voilà, comme il est dit dans le chat, ça n'empêche pas que certains le font. Je pense que d'ailleurs, cet éduc a naturellement fait venir à lui des enseignants et des professionnels qui sont déjà intéressés, enfin, et sensibilisés à ces questions, mais c'est vrai que c'est très inégal. Je rappelle qu'il y a 800 000 enseignants en France, donc on parle bien de quelque chose d'assez énorme, et je reviens sur le fait que c'est difficile, en fait, une fois qu'on a dit qu'il y avait des éco-gestes, on ne s'adresse qu'à des consommateurs. On n'est pas en train de créer, d'éduquer, ou en tout cas de créer des citoyens, enfin de faire naître des citoyens capables d'être des acteurs d'alternatives en matière de numérique.
Alors, je relève un commentaire très intéressant, très important de Tristan. Que faire face aux décisions d'équipement individuel décidées par les collectivités territoriales, comme la région Île-de-France, qui équipent les élèves individuellement avec des matériels pas forcément adaptés et qui font l'objet d'une maintenance probablement pas très pertinente? Effectivement, que peut l'enseignant, puisque ces décisions, ce n'est pas lui qui les prend. Donc, je ne sais pas qui souhaite, peut-être Vincent Courboulet sur cette thématique. Alors, je suis pas, à part le fait de dire on les subit et puis éventuellement on peut remonter le fait qu'on n'est pas content. Moi, je vais donner un exemple aussi à l'université où je suis. On nous dit tous les 3 ans, félicitations, vous avez le droit à un nouvel ordinateur. Si vous voulez, vous nous le demandez et puis on vous le donne. Aujourd'hui, c'est pas du tout satisfaisant. Il faut faire un travail de fourmi. Alors, est-ce qu'il faut prendre son bâton de pèlerin? Est-ce qu'il faut utiliser les associations de parents? Je sais pas. Est-ce qu'il faut aller voir celui du côté de ses élus? En tous les cas, aujourd'hui, il faut changer la responsabilité. La responsabilité, elle n'est pas de dire on va changer pour tout le monde, mais on va changer si vous avez besoin. Par contre, ce que j'entends pour discuter beaucoup avec les territoires et les élus, voire même les DSI, c'est de dire gérer ponctuellement la demande nous prend tellement de fois plus d'énergie et de temps que de gérer tout d'un coup de façon massive. Voilà, donc du coup, ils préfèrent faire ça. Le problème, c'est que si vous regardez cette problématique du spectre environnemental, c'est une catastrophe. Si vous élargissez cette problématique au spectre de la gestion humaine de ces dossiers, la balance est un petit peu plus complexe. Et si vous intégrez maintenant ça à la gestion économique en disant on a un parc uniforme, etc., c'est encore plus complexe que ça. Donc voilà, il faut, quand on aborde une problématique, si on veut l'aborder de façon pertinente, il faut envisager vraiment cette approche multifactorielle qui souvent, très rapidement, tombe sur « Ah ben oui, mais finalement, peut-être qu'on peut le comprendre ». Voilà. Donc j'ai pas de réponse à ça, mais moi j'entends quand on me dit non mais on va tout changer parce qu'en termes d'homogénéité du parc ce sera beaucoup plus facile pour nous de gérer parce que sinon on n'a pas la bande passante. Donc la situation est complexe. Et en même temps, c'est vrai que la contradiction, elle est énorme parce que quand on voit cette loi Rennes dont un volet prévoit une formation à la sobriété numérique dès le plus jeune âge et après on va équiper tout le monde, ça semble assez incroyable. Alors, ça pose quand même effectivement la question de la formation des enseignants. On en vient à cette idée de former dès le plus jeune âge. Il s'agit d'abord de former les enseignants. Comment on éduque au numérique responsable? De quels outils pédagogiques dispose-t-il Alors, je poursuis peut-être avec vous, Vincent Courboulet, simplement parce que vous êtes responsable et vous-même, vous proposez déjà des formations. Ouais. Alors, c'est la question de la formation, elle est véritablement fondamentale et la question des formations de formateurs est encore plus importante. Donc aujourd'hui, et je le pousserai dans le chat tout à l'heure, il y a des supports. Alors, il y a des formations en présentiel, mais on voit que tout à l'heure, le chiffre a été donné de 800 000 enseignants. C'est juste pas possible de former physiquement 800 000 enseignants. Donc, pour apprendre à la sobriété numérique, il faut utiliser le numérique. C'est assez là aussi contradictoire. Mais aujourd'hui, si on veut massivement former aux impacts du numérique, il faut utiliser du numérique. Il y a que cette voie-là. Donc moi, je suis à l'origine d'un MOOC, d'un Massive Online Open Course, dont je vais pousser le lien tout à l'heure, mais à destination des enseignants du secondaire de façon beaucoup plus peut-être précise. Sur la plateforme FunMOOC, la semaine dernière, il y a un MOOC qui est sorti, piloté par l'INRIA, piloté par ClassCode, je crois, donc vraiment un MOOC à destination de la formation des enseignants. Donc voilà, c'est en présentiel, c'est compliqué. En distanciel, l'offre est en train de se renforcer. Et le mieux du mieux, et ce sur quoi j'espère on œuvre tous, c'est qu'à un moment donné, dans la formation des formateurs, peut-être, pourquoi pas au niveau du CAPES service numérique et informatique, on intègre cette partie-là. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que dans le nouveau CAPES informatique, il n'y ait pas cette partie-là qui soit abordée, qui permettrait du coup d'avoir un effet de levier assez fort. Et puis, si on va jusqu'au bout du process, moi, je verrais bien à un moment donné dans PIX, alors peut-être que certains connaissent, c'est une espèce de certificat numérique depuis le collège jusqu'au lycée et à l'enseignement supérieur aussi. Intégrons des questions de numérique responsable à l'intérieur de la certification PIX. Comme ça, on aurait la formation des formateurs intégrée jusqu'au niveau du CAPES, plus
la fourniture d'outils pratiques pour ces enseignants-là, pour dire, je suis obligé de former parce qu'on va évaluer mes étudiants là-dessus, mes élèves là-dessus. Donc, c'est vraiment une approche, là encore, la plus globale possible. Fournir des outils pour dire, allez-y, les gars, les filles, formez-vous, ça a de l'utilité, mais si derrière, ce n'est pas décliné et appuyé, c'est compliqué. Ouais, effectivement, ça a été abordé lors des états généraux du numérique à Poitiers, je suis d'accord. Donc, on y travaille, tout le monde y travaille, et c'est une question de temps, hein, mais il faut le faire. Oui, d'autant que là, on parle de responsabilité numérique, on pense à impact environnemental, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de la souveraineté, de la protection des données, la question de l'accessibilité. Et en fait, on ne peut pas bien penser l'un sans l'autre, et tout ça est à prendre de façon assez systémique. Alors, Stéphanie Giacchi, dites-moi vraiment si je me trompe sur la prononciation de votre nom. Vous travaillez justement sur cette question de l'accessibilité à la Cité des Sciences. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que c'est plutôt, oui, dans le numérique responsable. En effet, il y a aussi la partie comment en fait faire en sorte que les outils, les sites internet, les produits qu'on met en place par rapport à des publics puissent être utilisés aussi par des publics empêchés. C'est-à-dire que l'accessibilité numérique, elle va s'adresser à des publics qui n'ont pas du tout la même façon de naviguer que vous. C'est-à-dire vous avez un écran, une souris, mais il y a aussi dans nos publics des professionnels et des élèves qui n'ont pas la possibilité d'utiliser la souris. Ils vont utiliser par exemple que le clavier, ils vont utiliser une synthèse vocale, un écran tactile, ça ne va pas être possible, etc. Donc, pour cela, en fait, il y a une loi en 2005 qui est passée. Cette loi, en fait, elle a considéré que les publics handicapés étaient des personnes comme les autres, que des citoyens comme les autres, et elle s'est dit il va falloir leur donner accès à la même chose que les autres citoyens, c'est-à-dire accès à l'éducation, l'accès au logement, je ne sais pas moi, accès au transport. Et dans cette loi, il y a un article très important qui nous dit les établissements publics, donc l'éducation nationale, nous, en tant qu'établissement public qui reçoit du public, la Cité des Sciences, on est tenu de faire en sorte que notre production numérique, notre communication numérique soit accessible à ces publics empêchés. D'accord? Et pour cela, en fait, on a un référentiel qui existe, qui s'appelle le RGA 4, et qui nous donne des guides, en fait. C'est-à-dire, je mets un site Internet, par exemple, si vous choisissez une plateforme numérique pour faire de la médiation, eh bien, il faut que votre plateforme soit accessible. Alors, est-ce que ce sont des exigences contradictoires, c'est-à-dire rendre un site accessible? Est-ce que ça va s'opposer avec l'idée de sobriété numérique? Je ne sais pas du tout, parce qu'en fait, on travaille quand on travaille l'accessibilité numérique, on va faire en sorte que le site soit de qualité, de meilleure qualité. Par exemple, le chargement des images, par exemple, etc., va être beaucoup plus réduit. Et en règle générale, un site accessible est un site qui est facilement consultable pour tous, à la fois pour les personnes handicapées, mais également pour les autres. Donc, ergonomiquement, au niveau du graphisme, donc, par exemple, on aura des contrastes forts au niveau du graphisme. Les gens n'auront pas besoin, par exemple, d'augmenter la luminosité de leur écran. Donc, ça peut être complémentaire, ça ne s'oppose pas en tout cas, mais ça peut apporter de la qualité à votre site et surtout, voilà, c'est dans le sens responsable, c'est-à-dire que on va inclure, non pas exclure, des publics empêchés, des personnes déficientes visuelles, des personnes à mobilité réduite, etc., qui vont utiliser l'ordinateur, les outils, le smartphone, différemment de vous. Alors, sur cette question, Vincent Courboulet, de cette réflexion systémique, réfléchir à la fois à l'impact environnemental, à la souveraineté, à la protection des données, etc. On a l'impression d'une immense complexité, en fait, quelque chose d'un peu insolvable, insoluble plutôt. Donc, dites-nous un peu. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je vais même aller plus loin.
l'accessibilité, la mise en accessibilité, la simplification, en fait, de faire les choses bien, ça n'a que des avantages. C'est un petit peu comme si, quand on faisait un bâtiment, on se disait, oui, mais finalement, l'autoriser aux personnes en situation de handicap moteur, par exemple, est-ce que ça va être bénéfique pour le business ou est-ce que ça va être bénéfique pour les personnes ordinaires? La réponse est bien évidemment non. Si vous faites un bâtiment le plus ouvert, le plus transparent, le plus pratique possible, vous allez générer du trafic, vous allez satisfaire les clients. Enfin, bref, il n'y a que des avantages. Donc aujourd'hui, travailler, quel que soit le prisme, hein, réduire l'impact environnemental, réduire l'impact social ou potentiellement développer l'impact business, mais là, il faut se méfier, n'a que des avantages parce que tout est cohérent. Donc oui, effectivement, ça nécessite de changer sa façon de penser. Et croyez-moi, pour fréquenter des marketeurs, il faut vraiment changer leur façon de penser. Mais aujourd'hui, penser un numérique ouvert, souverain, transparent et avec impact environnemental faible, tout ça, globalement et à 95%, tout est cohérent. Voilà, donc il n'y a que des avantages à essayer de faire des choses les moins impactantes possibles, des choses utiles, utilisables et utilisées. Les fameux 3U qu'on connaît, c'est la solution vraiment idéale pour être à peu près sûr de bien faire pour tout le monde. Et concevoir des produits numériques accessibles à ces publics-là, c'est aussi réduire la maintenance et réduire aussi le fait qu'on ne l'ait pas du tout conçu au départ accessible et qu'à un moment donné, on va être obligé de le faire. On est obligé de retravailler le code, de retravailler tout. Et ça prend une énergie forte et en homme et en production. C'est énorme. Donc, le penser en amont et le concevoir en amont, c'est hyper important. Et si là-dessus, je peux juste rebondir rapidement, parce qu'on revient un peu au sujet dont je parlais dans mes 3 écueils, c'est que le fait qu'on parle de cette question d'inclusivité dans les outils, dans les ressources, les systèmes numériques qu'on crée, ça ramène à nouveau à poser la question de l'objet politique que sont les outils numériques. On a souvent tendance à dire que les technologies sont neutres. Je suis plutôt dans un système de croyance où je dirais l'inverse. Toute technologie est politique et elle est bercée de l'idéologie, des croyances, des systèmes de culture de ceux qui la créent, en fait, celles et ceux qui la créent. Or, les technologies numériques, encore aujourd'hui, sont très majoritairement créées par des hommes plutôt blancs, plutôt aisés, qui évidemment reproduisent un certain nombre de biais sexistes, racistes, sans même le faire exprès, et donc créent des systèmes qui de fait ne sont pas inclusifs. Et donc de manière générale, les technologies numériques, c'est prouvé scientifiquement, ont tendance à plutôt renforcer les égalités. Et ça, c'est un enjeu éducatif où en fait, il ne suffit pas de former, c'est pas des éco-gestes qu'il faut faire là, c'est plutôt d'expliquer l'enjeu politique, les enjeux politiques qu'il y a derrière les outils numériques pour que les jeunes le comprennent, qu'il y en a, qu'il en existe, et qu'ils puissent comprendre si un jour ils deviennent développeurs, et on a besoin de plus de développeuses. Donc c'est un enjeu éducatif aussi, de donner envie à ce métier, mais d'expliquer en tout cas à tous ceux qui le deviennent que d'une certaine manière, ils ont une très grosse responsabilité. En tout cas, avis aux enseignants, à tous les enseignants, puisque cet enseignement est forcément, j'imagine, très transversal. D'ailleurs, les enseignants qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire remonter vos expériences, parce que c'est vrai que l'enseignant doit tout. Il a beaucoup de missions comme ça qui s'empilent. Et j'imagine que des fois, c'est un peu difficile pour lui de s'y retrouver. En tout cas, ce besoin de formation continue est grand et j'imagine que ce n'est pas toujours simple. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, on n'a pas le ministre de l'Éducation nationale avec nous, ça aurait été bien, mais non. Donc, je vais m'adresser à vous, Isabelle Chabanon-Pouget, parce que des institutions culturelles comme Universcience sont aussi face aux mêmes défis, qui sont parfois un peu contradictoires. Donc, quelles actions menez-vous, vous, au sein d'Universcience, pour un numérique plus responsable ? Alors, nous, au Carrefour Numérique, donc, qui est vraiment l'espace dédié à la culture numérique de la Cité des Sciences, en fait, donc, ce sont vraiment des actions auprès des publics. Après, il y a aussi des actions en interne au sein d'Universcience, mais moi, je pourrais vous parler que des actions auprès des publics. Donc, nous, on propose une offre événementielle, en fait, des ateliers, des formations autour de la culture numérique. Et en fait, la sobriété numérique, c'est un de nos 3 axes thématiques.
à côté de la fabrication numérique et à côté de l'hygiène numérique, donc ce qui concerne tout ce qui est protection des données. Donc, en ce qui concerne la sobriété numérique, en fait, on a mis en place plusieurs événements avec un partenaire qui s'appelle Point de Mire Maison de l'Informatique Responsable. Et la Voilà, loto avec nous initialement, malheureusement, elle n'a pas pu ouais, venir. je vois qu'elle n'est pas présente. Donc, on a organisé plusieurs événements avec eux, dont donc en 2019, le festival numérique et environnement. En fait, c'est projection de films sur cette thématique. On a organisé des ateliers avec une artiste, donc toujours avec Point de Mire, qui s'appelait Terre à Terre. Donc en fait, pour faire référence en fait aux terres rares et à la terre, en fait, c'est vraiment une artiste plasticienne où on a en fait démonté des téléphones avec les publics et ensuite on a fabriqué des œuvres avec en fait avec de la terre. Donc il y a eu ce type d'atelier. On a nous notre médiation voyage au cœur de nos téléphones intelligents. Et puis on fait venir aussi donc des artistes qu'on expose en fait au Carrefour numérique et qui parlent de sobriété numérique. Et aussi première initiative, en fait, on a participé au Fab City Campus en 2018. Donc c'était un événement en relation avec le mouvement Maker, donc le mouvement des Fab Labs. Et nous, en fait, notre pôle, le Carrefour numérique, en fait, on a organisé tout un tas d'initiatives autour des déchets et plus particulièrement déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà. Je peux vous donner plus d'informations, mais il y a plein de choses, plein de formats, voilà. Donc là, c'est en gros un peu nos dernières initiatives. Voilà, et ça commence à remonter parce que en préparant en fait ce webinaire, j'en parlais avec un de mes collègues et c'est vrai qu'en 2014, on avait déjà commencé à démonter des ordinateurs de la Cité des Sciences pour fabriquer des choses. Donc réutiliser en fait du déchet pour en faire de la ressource. Donc en fait déjà même en 2014, on mettait pas un nom dessus, mais on était déjà on commençait les prémices de en fait cette démarche et ces valeurs en fait qu'on essaye d'avoir au Carrefour numérique. Et oui, il y a Audrey dans le chat qui me dit, vous ne parlez que du numérique au second degré et quelle place au premier degré je vous retourne la question parce que qui est-ce qui pourrait répondre à cette question épineuse parmi nos intervenants? Je ne sais pas si l'un de vous souhaite prendre la parole là-dessus. Mais en tout cas, j'ai relevé, moi, un ouvrage un peu provocateur que vous avez peut-être vu passer. C'était en 2016, il commence à être un peu vieux, qui s'appelait Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran. Alors, je vais être un peu provocatrice, mais est-ce que parfois, on devrait, dès que c'est possible, trouver des alternatives non numériques pour effectuer un travail donné? Peut-être Louis Dérac. Merci. Alors oui, je l'ai lu. Il y a une part de vérité. En tout cas, moi, je suis d'accord avec une partie de ce livre au titre que je trouve être un peu trop provocateur, effectivement. En fait, c'est une question compliquée pour le coup, parce qu'elle dépasse, enfin vraiment, je pense qu'elle dépasse la question de la sobriété. Les technologies numériques et notamment le web, Internet et le web ont démocratisé l'accès à la connaissance comme aucun autre système avant. Et là, vu qu'on est sur un webinaire autour de l'éducation, je tiens à le redire. Enfin, il n'y a la fonction première, enfin, l'usage premier des technologies numériques, enfin, il y a le divertissement et la connaissance. Et il me semble que c'est quand même la connaissance qui est en premier, l'accès à l'information, l'accès à la connaissance. Il y a eu des ouvrages très récents, en plus très intéressants, notamment sur l'Internet des familles populaires, que je recommande, les travaux de Dominique Passier, qui montrent comment, en fait, des personnes qui ont pas trouvé leur place dans le système scolaire arrivent à une sorte d'accès à la connaissance, de la seconde chance grâce à Internet. Donc, en fait, j'aimerais commencer à dire que d'un point de vue éducatif, on ne peut pas réduire les technologies numériques à un gâchis, un gaspillage, etc. Après, c'est là qu'on revient, qu'on peut, en tout cas, moi je pense qu'il faut aller dans le détail. C'est pour ça que le numérique est une appellation trompeuse. Personnellement, je fais une différence entre un ordinateur avec un clavier, donc qui permet d'écrire, une tablette sans clavier,
qui ne permet pas d'écrire de la même façon, et un smartphone qui permet encore moins d'écrire de la même façon. Les trois ont des objets distincts. Et alors, je ne vous parle pas des objets connectés, où là, on peut revenir. Les décisions d'implémenter ces divers outils ont leur importance. Donc, moi, je pense qu'on met en place beaucoup trop d'équipements numériques. C'est ce que je disais plus tôt. Je comprends pas qu'on. Il faut quand même aussi dire qu'il y a clairement eu l'impact de la pandémie. Parce que l'école a fermé, on s'est retrouvé avec des situations difficiles où des familles n'avaient pas assez d'équipements numériques. Là, d'ailleurs, je serais intéressé, je tends aussi la perche, de savoir ce que préconiserait l'Institut du numérique responsable, parce que moi, j'avais tendance à penser qu'on pouvait mutualiser de l'équipement. C'est-à-dire qu'on avait une situation d'urgence qu'on pourrait revivre, qui était qu'on avait besoin de faire cours à distance et on avait concrètement des familles qui n'avaient pas assez de terminaux pour que leurs enfants aient accès à une éducation à distance, quoi. Ce qui, au passage, est une image réductrice, puisqu'il n'y a pas qu'une question de terminaux, il y a une question de place. Dans une famille populaire, on n'a pas assez de chambres pour que chacun soit dans des conditions de travail satisfaisantes. Mais en tout cas, il y avait la question du numérique. Moi, je pense qu'on aurait pu mutualiser, mais le fait est que comme on a vécu cette pandémie, effectivement, on est plutôt dans une tendance à l'équipement massif. Une tablette ou un ordi pour un élève. Ça, j'avoue que moi, personnellement, je trouve que c'est inexplicable. Et d'ailleurs, s'il y a des chefs d'établissement parmi le public, ce serait sympa d'avoir son retour. Quelle est la liberté finalement du chef d'établissement et puis la liberté aussi pédagogique des enseignants pour parfois refuser un équipement qui leur est proposé ou proposer des alternatives, par exemple un équipement dans une classe et qui serait utilisé de façon mutualisée par toutes les classes en fait. Donc ça j'ai pas forcément trouvé d'informations là-dessus, mais si vous avez des éléments, moi, ça m'intéresse. Alors, je reviens un tout petit peu sur cette idée d'injonction contradictoire, parce que j'ai évoqué l'intelligence artificielle au début. Et effectivement, moi-même, j'ai écrit un papier là-dessus, et l'Éducation nationale, le ministère s'engouffre dans l'intelligence artificielle pour accompagner les apprentissages. Et là aussi, est-ce que ça existe, l'IA sobre? Vincent Courboulet. Non, enfin, de moins en moins en tous les cas. Alors l'IA, l'IA en fait, on met beaucoup de choses derrière aussi. Hein. C'est aujourd'hui de la vraie IA, il y en a très très peu. On fait ce qu'on appelle du machine learning ou voilà, c'est pas de la vraie intelligence artificielle au sens qu'on l'entend avec, je veux dire, le robot qui va penser lui-même, comprendre, etc. On est plutôt sur des phases qui sont très bêtes. On donne des jeux de données, on dit dans ces cas-là, il faut faire ça, dans ces cas-là, il faut faire ça. On laisse tourner un petit peu les algorithmes et ça passe. Donc, dans cette version dégradée de l'IA, qui est plutôt une version IA faible, on est sur des algorithmes qui nécessitent toujours plus de données en entrée, toujours plus de données en sortie, toujours plus de temps de calcul pour faire tourner les algorithmes. Donc l'IA sobre, c'est plutôt encore une problématique de recherche. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'IA aujourd'hui, soit on est une boîte et on veut la vendre, et à ce moment-là, il faut avoir le maximum de clients et on se préoccupe pas des impacts environnementaux qu'il y a derrière, soit on ne sait même pas qu'il y a des impacts environnementaux parce que de toute façon on sous-traite ça à Amazon, à Microsoft ou à Google et puis on se frotte les mains et puis de toute façon c'est eux qui assument. Donc aujourd'hui ça n'existe pas. Mais là encore, une IA sobre, il faut toujours pareil, avoir la globalité. J'ai l'impression à chaque fois de répéter la même chose, mais globalement, il faut avoir la globalité de l'approche, c'est-à-dire quels sont les impacts environnementaux de cette IA, quels sont les bénéfices de cette IA, à qui c'est utile. Si c'est utile qu'à ceux qui vendent le service, honnêtement, on peut se poser la question. Quelle est la souveraineté de cette IA ? Voilà, si les programmes pédagogiques sont aux mains des intelligences artificielles de Google, Apple ou Microsoft ou Amazon, ça questionne, hein, vraiment, ça questionne. Donc voilà, aujourd'hui, l'IA sobre n'existe pas. Pourquoi ? Parce que l'IA, un peu comme le dit très bien, le numérique n'existe pas. Voilà. Donc l'IA, ça n'existe pas, c'est des process là-dessous différents, ça n'existe pas. Et l'IA sobre, pour l'instant, n'est absolument pas dans l'intérêt des boîtes, donc on est vraiment sous les radars. Mais ça ne va pas durer.
Enfin, j'espère. Alors, je me pose une question. Un enseignant qui voudrait connaître son propre impact numérique, l'impact de son enseignement qui utilise le numérique, est-ce qu'il y aurait des outils pour le faire? Alors, peut-être Ludovic Fournier, à tout hasard, je vous pose la question. Euh, Alors en fait, je vais pas avoir une réponse exacte à cette question, je vais juste avoir des propositions pour pouvoir y répondre. Euh, Quand on regarde les informations qui sont notamment données par le Shift Project, euh, je Oui, trouve est-ce que que vous ce pouvez qu'ils ont nous fait, expliquer juste un tout petit peu ce qu'est le Shift Project? c'est euh, plusieurs personnes qui se sont réunies et qui ont cherché à travailler sur plein de choses et notamment sur l'impact environnemental du numérique et qui se sont posé la question de l'évaluation de cet impact environnemental qui propose des rapports réguliers. Le premier, à ma connaissance, date de 2018, premier complet. Si vous tapez Shift Project sur Internet et que vous allez sur leur site, vous allez trouver tous ces rapports. Il y a des vidéos aussi. Et dans ces rapports, en fait, ils proposent des méthodes d'analyse. Et on constate que c'est extrêmement compliqué de pouvoir directement évaluer l'impact du numérique parce que ça met en jeu tellement de choses, tellement de structures et réussir à évaluer l'impact qu'on a soi-même, c'est extrêmement compliqué. On pourrait à la rigueur évaluer l'impact qu'on a quand on utilise l'appareil. Typiquement, utiliser on pourrait mettre un wattmètre sur notre ordinateur et puis regarder la puissance et l'énergie qui est utilisée. Et on pourrait se dire, voilà, quand j'ai utilisé 1 heure d'ordinateur en classe, voilà quelle a été l'évolution de la consommation énergétique pendant cette heure. Et ça peut donner une idée de cet impact si on prend en France. Parce que si vous prenez juste la pollution par les gaz à effet de serre, elle va dépendre également des pays dans lesquels on est, parce que ça va dépendre du mix énergétique. En France, l'électricité est principalement produite par les centrales nucléaires. Du coup, on a un impact en dioxyde de carbone qui est plus faible que si c'était, par exemple, des centrales à charbon qui produisaient l'électricité. Mais donc, en fonction du pays dans lequel on est et d'où vient l'électricité, on pourrait dire, bah voilà, globalement, l'impact que j'ai. Après, connaître l'impact des data centers, connaître l'impact qu'a eu notre vidéo par rapport au réseau, par rapport à la production, c'est extrêmement difficile. Récupérer les chiffres sont difficiles. Néanmoins, le Shift Project est assez transparent sur les méthodes qu'il utilise. Donc, si vous amusez à décortiquer un petit peu les différents rapports, et ça, je trouve génial avec eux, c'est que vraiment les méthodes, ils les proposent et elles sont notées dedans. Vous pourrez essayer d'avoir une petite évaluation. Néanmoins, si on veut vraiment évaluer son impact, le mieux, c'est de peut-être prendre leurs chiffres et puis les diviser par le temps d'utilisation qu'on a. Et on a comme ça une estimation un petit peu à la louche, mais avoir l'impact précis à un instant T, ça me paraît un peu compliqué, mais avoir une vision globale, pourquoi pas, en prenant les chiffres et en faisant le ratio du temps. C'est que ça me semblait être éventuellement une forme de médiation intéressante avec les élèves que d'essayer de calculer voilà, l'impact environnemental du numérique Bah, dans la classe, par exemple. encore une fois, même sans, pour vraiment travailler avec les élèves, la chose qui serait rigolote, c'est même sans aller sur toute la complexité comme elle a été présentée, juste sur, encore une fois, l'énergie nécessaire, rien que pour faire fonctionner l'ordinateur, pour faire une recherche Google. Encore une fois, juste avec un wattmètre que l'on trouve dans les magasins de bricolage pour une dizaine d'euros, en branchant l'ordinateur sur ce wattmètre et en branchant ce wattmètre à la prise électrique, il suffit de regarder quand on lance une vidéo, quand on lance une recherche, quand on allume l'ordinateur, la puissance nécessaire. Et ensuite, de comparer ça avec un vélo quand on pédale, et de voir la puissance qu'on génère quand on pédale. Et juste si on devait rien que pédaler pour allumer un ordinateur, regarder une vidéo, rien que ça donne une idée de l'impact énergétique que tous ces appareils ont, parce qu'on constaterait que c'est extrêmement compliqué et qu'on n'arriverait pas à regarder un film sur son ordinateur rien qu'en pédalant. Euh, et ça, c'est une activité assez rigolote pour montrer la matérialité qu'il y a derrière, cette matérialité qui disparaît dès l'instant où tout est, où l'énergie est produite ailleurs avec des ressources qui sont épuisables. Le charbon, le pétrole, ces ressources, elles sont épuisables, mais elles sont extraordinaires parce qu'elles nous permettent d'avoir accès à tout ça. Alors, Et oui.
Juste un point, parce que j'y pense là en parlant de ça, et je repensais à ce que disait Vincent tout à l'heure, au début, par rapport au fait que c'est important de ne pas diaboliser non plus le numérique, parce qu'il y a des aspects qui sont très positifs aussi derrière. Si on parle beaucoup des ressources renouvelables, par exemple de l'éolien et du solaire, une des difficultés avec l'éolien et le solaire, c'est que c'est des ressources qui sont intermittentes. Il n'y a pas tout le temps du vent, il n'y a pas tout le temps du soleil, il y a besoin d'une synchronisation à l'échelle nationale si on veut pouvoir utiliser toute l'électricité qui est émise, et pour réussir cette synchronisation, le numérique est indispensable. Si demain on veut utiliser ces ressources, le vent, le solaire, pour créer l'électricité pour nos besoins, on sera obligé de, en tout cas pour l'instant, de passer par le numérique. Donc c'est vrai qu'il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Et moi, ce qui me paraît important, c'est de montrer ces aspects positifs, aspects négatifs, et de montrer la matérialité qu'il y a derrière. Et après, de coupler tout ça avec les décisions, comme il a été dit tout à l'heure, les décisions politiques et culturelles qui sont dessous. Mais tous ces aspects, pour une petite, pour une petite activité en classe, me paraissent intéressants. Oui. Ne pas rester sur le côté diabolisation, en tout cas, effectivement, c'est très important. Et il y avait d'ailleurs un commentaire, est-ce que les médiations du Carrefour numérique sont documentées? Ce serait pratique de pouvoir reproduire ces activités. Donc, toujours sur cet aspect enseignement. Isabelle Chabanon. Non, alors j'ai mis dans le chat un lien, en fait, une expo événement qu'on avait fait. Donc, du coup, le lien est partagé. Par contre, les médiations ne sont pas documentées. Voilà, désolée. Alors moi, j'avais vu dans un livre blanc publié en 2018, Green IT proposait la mise à disposition des enseignants de kits pédagogiques élaborés par des experts, des certifications pour la formation continue. Alors, ça n'existe pas aussi. Vincent Courboulet, c'est un peu mis à part ce que propose l'Institut du numérique responsable. Est-ce qu'il y a d'autres sources que peuvent aller trouver les enseignants pour essayer de faire leur propre enseignement, de faire leur petite sauce, quoi? Tout à l'heure, on évoquait. Alors, je sais que je vais m'attirer des foudres parce que je vais forcément en oublier, mais j'aurais plutôt tendance à vous renvoyer vers Point de Mire, donc la maison de l'informatique responsable, qui s'est fait vraiment une spécialité des kits pédagogiques pour les collèges, lycées. Et voilà, si jamais je pense que Bella pourra vraiment, on pourra mettre le lien dans le chat, pourra vraiment vous indiquer les relais. Après, pour former les formateurs, on peut aussi évoquer la fresque du numérique, qui est une activité, ma foi, assez intéressante pour sensibiliser lors d'un atelier d'intelligence collective qui peut être déployé à peu près partout en France. On peut former des formateurs, donc là aussi c'est intéressant. Et puis s'il y a un responsable, un référent dans un collège ou un lycée, ce référent dans ce collège et ce lycée peut former l'ensemble des équipes pédagogiques à la fresque du numérique. Donc ça c'est un deuxième levier. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de ressources. Donc voilà, fresque du numérique et Point de Mire, j'aurais tendance à dire que c'est deux points d'entrée intéressants. Et je m'excuse pour ce que je n'ai pas cité. Fresque du numérique, pas trop anxiogène quand même, parce que la fresque du climat, j'imagine que fresque du climat et fresque du numérique, c'est le même collectif qui s'en charge. C'est presque ouais, en fait, ils fonctionnent ensemble. La première, on va dire les trois quarts sont. Excusez-moi, mais la fresque du climat, je la trouve anxiogène. C'est bien, c'est important de le faire, mais je me suis formée moi-même à la fresque du climat et je souhaitais le faire pour des jeunes, c'était mon ambition. Et pour l'instant, je ne l'ai toujours pas proposé parce que ça me semble trop anxiogène comme approche. Donc après, il y a d'autres choses, il y a la fresque des solutions, il y a un tas de choses. Et là, vous dites donc la fresque du numérique. Donc voilà, le côté anxiogène. Fresque du numérique, on est sur trois quarts de putain, mais il faut arrêter le numérique, c'est pas possible. Et on est sur un quart de solution. Voilà. Donc on touche le fond et après on évoque un certain nombre de solutions, applicables ou pas, plutôt d'ordre très conceptuel, voilà, rallonger la durée de vie, prendre conscience, etc. Voilà. En tout cas, moi je vous dis, pour former les formateurs, pour sensibiliser les formateurs, je ne sais pas si ça peut être utile pour des collégiens ou des lycéens. Moi, mais des élèves que j'ai en face de moi, c'est des majeurs pour la plupart. Donc vraiment là-dessus, je serais absolument, enfin, j'irai pas. Je saurais pas si c'est bien pour les collégiens ou les lycéens. C'est pas mon métier. Je donnerai pas d'avis là-dessus.
D'accord, merci. Alors, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions à poser directement aux intervenants, adressez-les. Mais je crois que le chat a été assez actif et je vois qu'il y a beaucoup de liens qui ont été partagés. Donc, Grégoire nous dit quelques autres aspects pour lesquels le numérique est indispensable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il nous donne un lien. Donc, voilà, ben, vous pourrez les répertorier. C'est bien, je vous y invite. Concrètement, sur ce sujet-là, ce sont les appels à projets lancés par la Commission au titre de la R&D pour Horizon Europe dans les années 2021 et 2022. Bon, ça fait 400 pages, hein, mais globalement, si on regarde juste le sommaire, on a tout de même un très grand nombre de sujets qui sont dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre ou développer les ENR, par exemple, il y a des besoins de numérique qui sont considérables. C'est vrai dans un très grand nombre de domaines. Donc, ça se détaille à peu près dans ce programme qui est très vaste. Ok, super, merci beaucoup. Si je peux rapidement rebondir à ça. Ceci pour dire tout de même que je mets un peu en garde contre il faut arrêter le numérique parce que ça consomme. Bon, ça consomme 3,7% des émissions globales de gaz à effet de serre. Ça croît rapidement, donc il faut faire attention. Mais ça réduit aussi beaucoup de choses sur les 94,3 qui restent. Ah, ça, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ça aussi. Alors, Louis Dirac, vous vouliez intervenir? Oui, c'était pour rebondir par rapport à ça, en fait, l'éducation globalement, je reviens à cette question de culture numérique, donc envisager les technologies numériques comme un ensemble en fait historique, culturel, politique, qui permet de faire une histoire déjà à partir des années 40, 50, les superordinateurs de la Seconde Guerre mondiale, les débuts des réseaux, etc., en fait, permettent de comprendre que l'informatique est née du besoin de calcul. Et en fait, une fois qu'on commence à rentrer par cette entrée historique, on peut comprendre et faire comprendre que le besoin de calcul est venu de l'augmentation de la population. Et donc, de fait, et je rejoins donc ce qui a été dit, la complexité du monde dans lequel on est aujourd'hui, en tout cas tel qu'on l'a aujourd'hui créé politiquement, fait qu'on est dépendant du numérique. La question, c'est quelle est notre résilience? C'est pour ça que donc moi j'encourage à découpler la question de la sobriété numérique de la question seulement technique, et que j'encourage, même si c'est pas l'entrée la plus simple et que pour le coup on manque de ressources. Donc ça, je pense que ce sera un bon travail de s'y mettre, mais de faire ce travail d'éducation au travers donc déjà des disciplines techniques et technologiques, mais aussi des disciplines des sciences humaines et sociales, en fait, de la philosophie. On peut très bien philosopher, et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui seront très au cœur des thématiques des jeunes, hein, puisqu'on parle là de collégiens, lycéens, enfin lycéens pour la philo. On peut faire ça en littérature, on peut faire ça en histoire géo. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est vraiment un aspect important, c'est d'arriver petit à petit à faire cette éducation au numérique de manière transdisciplinaire. Et je rebondis sur l'intervention de Grégoire et qui a évoqué aussi tous les bénéfices apportés par le numérique dans la transition écologique. Alors, est-ce qu'on sait évaluer à terme le poids de ces bénéfices comparativement aux méfaits du numérique, Vincent Corboulet? Non, désolé, non. L'appel à projet de l'Union européenne, moi j'ai été en contact avec la DC Connect de l'Union européenne qui me disait, nous ce qu'on voudrait c'est avoir un bilan qui soit pas simplement à charge. Voilà, tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le sens de tous les acteurs aujourd'hui, c'est de dire attention, la situation est complexe, il faut la prendre de façon globale. La DC Connect, donc qui est on va dire la partie numérique de l'Union européenne, a dit OK, on est capable de calculer l'impact environnemental en prenant en compte tous les petits bouts, fabrication, etc. Mais est-ce qu'on est capable de prendre l'impact environnemental en allant jusqu'à l'usage et l'usage qu'il évite? Voilà. Cette visio, elle évite de me déplacer. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Aujourd'hui, la réponse est clairement non, parce que ce seraient des hypothèses tellement aléatoires qu'il suffit que on décide enfin, c'est beaucoup trop aléatoire, c'est quasiment de la science-fiction, sans compter, et c'est un des dangers du numérique, le fameux effet rebond.
C'est-à-dire un peu, enfin je vais prendre un exemple qui est très connu, hein, Blablacar par exemple. Au début, il a enlevé les gens, il a enlevé des voitures de la circulation parce qu'en fait les gens ont fait du covoiturage. Et après, ça a tellement été rentable que plutôt que de prendre le train, les gens se sont dit je vais reprendre ma voiture en me disant de toute façon que je vais rentabiliser mon trajet en prenant des gens en covoit. Donc aujourd'hui, il y a des études qui montrent que Blablacar a eu un effet rebond de on met moins de voitures sur les routes et finalement on en met peut-être un petit peu plus. Donc voilà, aujourd'hui le numérique on est capable de faire un bilan à peu près sérieux sur les impacts. Dès qu'on commence à dire oui, mais qu'est-ce que ça permet d'éviter, là on commence à rentrer dans de la science-fiction. D'autant plus si on inclut l'effet rebond qui est, alors lui par contre, très très difficile à analyser. Donc Oui, désolé. oui, on Pardon, comprend. Oui, lui, Derac, oui. non, pardon. En fait, ça me fait réagir aussi au fait que je pense qu'il y a un truc qui est très important, mais ça va aussi dans le sens de ce que je disais, enfin, notamment au début, c'est que ce qui est important, en fait, c'est que dans cette question de sobriété numérique, a priori, donc moi, je fais partie je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que j'adore les technologies numériques, mais par contre, je les hiérarchise. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, je ne mets pas sur le même plan un ordi, une tablette, un téléphone, et encore moins sur le même plan une enceinte connectée ou un frigo connecté. Mais ça, c'est ma hiérarchie. Et là, on arrive à un gros problème du numérique, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas démocratique. Nous ne discutons pas de ces sujets démocratiquement. Aucun candidat à aucune élection ne présente un programme de sa vision d'un monde numérique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est parce que il n'y a pas assez d'éducation au numérique au sens, encore une fois, politique et culturel. Et donc, en fait, à nouveau, en formant les jeunes à la compréhension de ces enjeux, on formera de futurs citoyens qui seront capables de se positionner sur toutes les questions, et y compris celles qu'on a, l'actualité chaude du moment autour de Facebook, qui n'est pas une actualité directement liée à la question écologique, mais qui est une question démocratique. On voit bien que la réalité, c'est que la plupart des citoyens est un peu en difficulté de juger, mais avec une éducation au numérique qui va progresser, l'enjeu est bien d'avoir des citoyens capables de faire des choix démocratiquement. Oui, on pourrait penser que le domaine du numérique est encore trop jeune, alors qu'il y a urgence finalement à éduquer, et à expliquer, à donner sa vision, comme vous dites, d'un numérique de demain. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous pour vos interventions. C'était un TEDx très riche, merci infiniment. Grégoire réagit. Bon, voilà, chacun donnera ses conclusions ou fera ses conclusions à l'issue de cet éduc. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions à tous. Le prochain éduc, ce sera, je vais essayer de partager mon écran, attention, c'est la partie un peu compliquée pour moi. Hop, parce que ça marche une fois sur deux, donc est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, impeccable. C'est magnifique, je peux même faire encore mieux. Hop, donc le prochain TEDx, ce sera le 24 novembre, éduquer autrement à l'alimentation, l'exemple de l'exposition Banquet. Et si je ne me trompe pas, on sera toujours en visioconférence et ce sera toujours le mercredi à 17h. Et puis, je vous avais préparé quelques références. Bien sûr, je vous les donnerai aussi à la suite du compte-rendu qui sera fait à l'issue de ce TEDx. Il y en a beaucoup. Vous pouvez déjà regarder quelques-unes. On en a cité beaucoup aussi lors du TEDx. Et puis, les références ont aussi été listées dans le chat. Donc voilà, merci à tous. Et puis, ma foi, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.